Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi fait incontestablement l'actualité puisque c'est Thierry Santa, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation une semaine tout juste après votre élection. Et alors que le gouvernement va pouvoir rentrer en fonction, petite précision tout de suite, il est de plein exercice ou il faut encore attendre la répartition des secteurs ? Alors, il sera, semble-t-il, de plein exercice. Je dis semble-t-il parce que c'est encore un peu en discussion, mais normalement, ce soir à minuit, à 23h59, excusez-moi. Mais il sera effectivement en ordre de marche, plutôt au moment où on aura réparti les secteurs entre les différents membres du gouvernement. Et ça, vous pouvez le faire dès mardi ? Et c'est ce que j'ai prévu, effectivement. J'ai envoyé la convocation ce matin à mes collègues pour qu'on se retrouve mardi matin pour essayer de répartir ces secteurs entre les uns et les autres. Alors, un certain nombre d'informations circulent déjà, hein, des indiscrétions filtrées. J'ai vu ça, oui. Tout est calé ou pas encore ? Pas totalement, mais 95% des sujets sont calés entre nous. Il reste encore quelques petits points de discussion, mais je ne désespère pas que d'ici mardi, on ait un vote unanime sur cette délibération. Ça se fait comment ? Ça se fait en négociation, en discussion, de façon consensuelle ? On a eu une première étape où chacun a fait part de ses souhaits, une étape suivante où, à partir des expressions des uns et des autres, j'ai fait une proposition donc de répartition. J'ai ensuite transmis cette proposition à tous mes collègues hier matin. Ils ont pris le temps de le regarder dans la journée d'hier. Ils m'ont fait remonter donc un certain nombre de remarques dans la journée que j'ai intégrées donc au dernier projet que je vais à nouveau leur soumettre dans la journée d'aujourd'hui. Il y a des nouveaux secteurs, vous avez fait une nouvelle répartition ou vous gardez globalement l'architecture qui existait auparavant ? On retrouve quasiment tous les secteurs précédents. On en a créé un. C'était un de nos points de notre programme de campagne, le secteur du bien-être animal, qui n'existait pas. Et on considère que c'est un sujet que les Calédoniens attendent aussi. Et on retrouve sinon tous les autres secteurs quasiment qui existaient dans la mandature précédente. Globalement, les secteurs... J'en ai oublié, excusez-moi Madame Noir, un nouveau secteur également, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la promotion touristique internationale, qui a été créé, donc qui va être créé mardi prochain et que je vais prendre sous ma responsabilité dans le cadre de mes responsabilités de relations extérieures. L'idée étant que le gouvernement soit animateur en la matière en fédérant finalement les compétences de chacune des provinces, des compétences provinciales. Mais il semble qu'il y ait un accord entre les uns et les autres pour que ce soit le gouvernement qui soit un peu l'animateur de cette promotion internationale. Globalement, la relance économique, c'est ce sur quoi on vous attend, on attend le nouveau gouvernement. C'est un secteur que va prendre en charge plutôt les membres à venir en confiance de votre gouvernement ? Ce que je peux vous dire, c'est que dans les discussions, au moment où on se parle, c'est effectivement un secteur qui devrait être sous la responsabilité de Christopher Gigès, membre de l'AEC, à venir en confiance. On a des propositions concrètes qui ont été développées dans notre programme provincial à nouveau, qui vont forcément faire l'objet de discussions ensuite au sein du gouvernement collégial. Il a d'ores et déjà commencé à y travailler. Il a des propositions concrètes qui vont être présentées bientôt. Alors vous-même, vous ne vouliez prendre en charge aucun secteur. Vous nous aviez dit, à part ceux que vous attribue la loi, en gros les relations extérieures et la sécurité civile. C'est bien ça. Finalement, ça ne va pas être possible. Vous allez devoir prendre en compte un certain nombre de secteurs. Notamment donc le tourisme, vous nous le disiez, au niveau intérieur, les relations extérieures. Voilà. Ça fait partie... c'est le résultat des premières discussions que nous avons eues entre nous, où au-delà donc de la promotion touristique extérieure qui sera nouveau, on a eu quelques difficultés à répartir le secteur des comptes sociaux et des relations avec les professionnels de santé, d'une part, et d'autre part, sur le secteur minier également, il y a eu quelques discussions, enfin quelques souhaits exprimés par plusieurs membres du gouvernement et qui n'ont pas abouti à un consensus final. Donc le résultat de ces discussions, c'est qu'il est fort probable qu'au niveau de la présidence, ces deux secteurs seront pris en charge par la présidence. C'est un secteur énorme. La mine, c'est vous qui allez vous en occuper ou ça va être partagé ? Ça va être un peu particulier puisque ça risque d'être partagé quand même avec un autre membre du gouvernement. Mais ce que j'ai souhaité, c'est qu'au niveau de la présidence, je puisse me charger de la stratégie minière en général et de la réglementation minière, du code minier en particulier. Les comptes sociaux, personne n'en a voulu parce que c'est un dossier trop délicat. Avant, c'était joint à la santé ? C'était joint à la santé. Et cette fois-ci, le membre du gouvernement, en général, c'est l'UNI. Et hier, Valentine Orisouquet disait qu'elle serait en charge de la santé et du plan d'Ocamo. Elle n'a pas voulu les comptes sociaux.
Voilà, l'accord qu'on a trouvé, c'est qu'elle continue à s'occuper de la mise en œuvre du plan d'Ocamo, c'est une bonne chose, je pense, mais qu'on travaille en concertation donc sur cette question des comptes sociaux, et que ce soit davantage au niveau de la présidence, à mon niveau, que ce secteur soit pris en charge. Alors je le disais, c'est énorme, c'est très urgent aussi. Est-ce que vous avez déjà des pistes de solutions? Régulièrement, on dit que les salaires ne vont pas pouvoir être versés aux établissements hospitaliers. On en est où et quelles mesures vous allez pouvoir prendre? C'est vrai que la première urgence en la matière, c'est une question de trésorerie. On a des établissements hospitaliers qui sont dans une vraie situation tendue en termes de trésorerie. Le Medipol, il en a été question dans les nouvelles il n'y a pas si longtemps que ça, mais il faut que vous sachiez que la situation du CHN, donc le centre hospitalier Nord, est encore plus difficile finalement que celle du Medipol. Et qu'il y a une vraie urgence à trouver des financements instantanés, j'allais dire, pour faire face à ce besoin de trésorerie nécessaire pour le mois qui vient. Là-dessus, on a, semble-t-il, des solutions par l'intermédiaire de l'ASS. On dispose finalement des fonds nécessaires pour passer cette période compliquée. Notre objectif, c'est derrière de trouver d'autres fonds pour continuer à faire fonctionner nos établissements jusqu'à la fin de l'année, de manière à nous laisser le temps au gouvernement de prendre les mesures, elles, plus pérennes pour garantir le financement de notre système de santé. Et pour cela, on va forcément s'inspirer du rapport de l'IGAS, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, et du plan d'Ocamo, qui est une déclinaison, du moins en partie du rapport de l'IGAS, pour trouver les bonnes réponses aux attentes de nos concitoyens. On peut penser que c'est l'un des premiers textes qui sera présenté au Congrès par le gouvernement? C'est fort probable, oui. Alors vous vouliez donc vous consacrer essentiellement à la mise en œuvre de la collégialité. Vous voilà en charge d'un certain nombre de secteurs et pas des moindres. Ça va être possible, la collégialité? En plus de ça, vous allez arriver à trouver le temps d'animer l'équipe de l'exécutif comme vous le souhaitiez? Je suis toujours dans cet état d'esprit. On en a reparlé à nouveau avec mes collègues. J'ai toujours cette proposition de définir des grandes thématiques territoriales qui obligerait chacun à travailler de concert sur la thématique en question. En transversalité. En transversalité, exactement. Même s'ils restent compétents chacun dans leur secteur respectif, les choses ne changeront pas. Mais l'idée étant que dès l'amont, dès la préparation des différents textes concernant la thématique qui aura été décidée, ce soit une préparation concertée entre les différents cabinets des différents membres du gouvernement concernés. Et mon rôle, en l'occurrence en tant que président, sera de m'assurer que les textes qui seront ensuite produits par les différents membres du gouvernement sont bien en cohérence avec les discussions préalables qui auront eu lieu entre eux. Ça reste mon objectif. Maintenant, vous savez, nul ne peut s'engager à la place d'un autre. Malgré toute ma bonne volonté, il faut bien sûr que mes collègues adhèrent véritablement à cette démarche. J'ai le sentiment aujourd'hui que c'est le cas, mais je reste attentif et j'espère que les petites tensions que nous connaissons, surtout du côté de mes collègues indépendantistes, n'empêcheront pas la mise en œuvre effective de cette logique collégiale. Et voilà ce que j'allais vous demander. Franchement, vous la sentez bien, cette collégialité, avec les 10 autres membres du gouvernement? Vous sentez que c'est cette volonté de travailler ensemble malgré les tensions, malgré les... C'est ce que je ressens aujourd'hui. Mais bon, je suis pas naïf. J'ai une toute petite expérience politique. Et je sais que parfois, certaines tensions peuvent avoir des conséquences, hélas, je cherche le bon terme, dogmatiques, je vais dire ça comme ça, avec des positions finalement qui ne sont pas liées à la réalité du texte qui peut être discuté. Mais ça ne dépendra pas de vous. Vous ferez l'effort pour que... C'est votre objectif, que tout se passe bien de manière collégiale et solidaire. En tout état de cause, c'est l'effort que je ferai et je continuerai à expliquer à mes collègues l'intérêt de cette démarche au bénéfice de tous les Calédoniens. Alors, autre problème dans la mise en place du gouvernement, vous n'avez pas de vice-président. Les indépendantistes ont chacun présenté un candidat. C'est un handicap pour le fonctionnement du gouvernement, ou est-ce que finalement, puisqu'on dit que le gouvernement peut fonctionner sans vice-président, ça sert à rien? Non, c'est pas que ça sert à rien. Un vice-président, c'est quand même important. C'est celui qui remplace d'abord le président en cas d'absence. C'est celui qui participe également à la représentation extérieure de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un vrai rôle au niveau du vice-président. Maintenant, la loi, effectivement, prévoit la possibilité que le gouvernement puisse fonctionner sans vice-président.
On a conscience que, compte tenu des discours tenus par les uns et les autres ces derniers jours, voire même aujourd'hui, qu'il est fort probable qu'on se retrouve à nouveau avec 2 candidats indépendantistes mardi prochain. Parce que vous allez proposer le renouvellement, vous allez essayer à chaque fois d'élire un vice-président? Peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, mardi prochain, c'est prévu comme ça. J'espère qu'il y aura un accord entre eux, mais très sincèrement, j'y crois de moins en moins. J'ai compris que M. Diaoué était resté le candidat de l'UNI, que M. Gilbert Thuénan le candidat de l'UC. Même si j'entends ces derniers temps une forme de contestation de la candidature de Gilbert Thuénan au sein même de l'UC. Pourtant, je me souviens que le congrès du week-end dernier a été plutôt clair en la matière. Enfin, quoi qu'il en soit, on va se retrouver à nouveau avec 2 candidats indépendantistes mardi prochain. Et on verra comment les choses se passeront à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez sur un plan politique de ce bras de fer entre l'UNI et l'UC? Ça vous étonne ou c'est finalement attendu? On pouvait penser que les choses se dérouleraient de cette manière-là, étant donné la manière dont sont passées les élections provinciales, ce qui a suivi l'élection de reconduitant à la présidence du Congrès, tout ça, c'est un nombre d'éléments qui font qu'on pouvait s'attendre à ces dissensions entre les 2 partis? Quand j'entends le discours des uns et des autres, j'ai le sentiment que les accords qui avaient pu être passés peut-être avant les élections provinciales n'ont pas forcément été respectés. Alors, chacun se reprochant la chose. Donc je ne suis pas trop surpris aujourd'hui de cette situation où l'UNI et l'UC n'arrivent pas à se mettre d'accord sur cette vice-présidence. Très sincèrement, je suis un peu peiné de cette situation. Je crois qu'un gouvernement totalement installé doit avoir un vice-président. Et c'est dommage que les conséquences de ces élections provinciales se répercutent sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Peut-être faut-il laisser un peu de temps pour que les choses s'apaisent. Mais encore une fois, moi je pense qu'un vrai gouvernement totalement installé, c'est d'abord et avant tout les secteurs répartis entre les différents membres. Et si possible, quand même, un vice-président nommé qui est là pour suppléer le président. Mais alors, vous n'allez pas vous en mêler. Les non-indépendantistes disent toujours que c'est le problème des indépendantistes qui se débrouillent entre eux, en gros. Mais l'UNI vous soupçonne de discuter avec Gilbert Thuénan. C'est vrai, c'est pas vrai? Il y a eu des discussions, je vais pas le nier. J'ai souhaité également des discussions avec l'UNI, mais hélas, tous mes appels sont restés sans réponse. Je comprends quand je lis à nouveau les déclarations de Louis Mapou, pas plus tard qu'hier, qu'ils sont hélas peut-être dans une attitude un peu difficile, enfin un peu ferme. Je désespère pas que le temps passant, les choses s'atténueront. Je crois qu'il faut, je l'ai déjà dit sur votre antenne et sur d'autres antennes, il faut qu'on arrive à dépasser notre clivage indépendantiste-non indépendantiste. Ça, c'est un sujet qui sera débattu forcément à l'occasion des prochains référendums et qu'on doit se concentrer sur un gouvernement en activité qui réponde au plus vite aux attentes des Calédoniens. La situation l'exige. Et puis, je le redis, je suis sûr que mes collègues ont conscience de cette situation et ont un sens des responsabilités qui les incitera à avancer dans le bon sens. Alors, vous le disiez, l'UNI prévient qu'elle sera vigilante et peut-être plus ferme que lors de la mandature précédente, notamment au Congrès pour le vote des différents textes. Ça vous inquiète parce que finalement, il vous faut une majorité pour faire adopter vos différentes propositions? C'est certain que je n'imaginais pas, je ne suis pas naïf à ce point, que l'UNI allait nous accompagner comme ils l'ont fait pendant de nombreuses années avec Calédonie Ensemble pendant la dernière mandature. Mais, je le redis, les Calédoniens se sont exprimés, ils ont voté le 12 mai dernier, ils ont demandé aux responsables politiques que nous sommes de changer de politique, en particulier économique et sociale. Je pense qu'un homme politique doit prendre en considération le souhait exprimé par la population au lendemain d'une élection, a fortiori au lendemain d'une élection, et qu'il ne peut pas s'opposer aussi fermement à cette volonté populaire. Et si cette volonté n'est pas suffisamment prise en compte par les responsables politiques, quels qu'ils soient,
c'est la meilleure façon pour que nous ne trouvions pas la bonne méthode pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Donc je fais confiance, je le répète, au sens des responsabilités de mes collègues pour que nous puissions, au-delà des petites aigreurs qu'on peut ressentir le lendemain d'une élection, prendre les bonnes décisions et travailler ensemble au bénéfice de toute la population calédonienne. Parce que c'est tout de même la grande question, sur quelle majorité allez-vous pouvoir vous appuyer au Congrès de la Nouvelle-Calédonie? Parce qu'on l'a vu par le passé, même si des textes sont adoptés à l'unanimité ou presque par le gouvernement, les groupes politiques ne suivent pas toujours les décisions de leurs membres du gouvernement. Comment est-ce que vous voyez les choses? Ce sera de la discussion permanente, ce sera d'essayer de convaincre chacun des groupes politiques les uns après les autres? Ça sera certainement beaucoup de temps passé effectivement à échanger avec les uns et les autres. Les situations que vous décrivez, qui sont réelles, qui ont été réelles dans le passé, où des positions ont été prises par certains membres au sein du gouvernement et pas suivies ensuite au Congrès, sont celles qu'il faut éviter. C'est-à-dire et je suis convaincu que c'est par la discussion, par la négociation, par la recherche d'un consensus ou du moins de certains compromis qu'on peut éviter ce genre de situation. Et ça passe donc d'abord par cette étape qu'est le gouvernement, ou avec la nouvelle méthode de gouvernance que j'essaie de mettre en place, que ça puisse ensuite se répercuter au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Parce que si vous n'avez pas le soutien des indépendantistes, en tout cas pas sur tous les textes, est-ce que vous pouvez compter, à votre avis, sur le soutien de Calédonie Ensemble, de son groupe au Congrès? Philippe Germain a voté pour vous, mais on a le sentiment qu'il l'a fait plus à titre personnel. Est-ce que vous croyez que l'attitude de Calédonie Ensemble, qui n'approuve pas complètement vos choix économiques, ils l'ont dit à plusieurs fois, est-ce que vous pensez que vous pourrez compter sur eux sur un certain nombre de textes que vous présenterez? Si Philippe Germain, effectivement, a voté pour ma candidature, et j'en profite à nouveau pour le remercier, ça a permis donc de débloquer la situation du gouvernement et de créer une forme de dialogue entre Philippe Germain et moi-même qui, aujourd'hui en tout cas, me donne le sentiment que les choses se passent bien et qu'on arrive à avancer ensemble sur les différents sujets qu'on évoque. Derrière, que son groupe politique au Congrès soit, aligné sur la position de Philippe Germain, là-dessus je ne m'engagerai pas. Je pense qu'il faut leur poser la question. Je pense que c'est eux qui pourront mieux y répondre. Mais je crois très sincèrement que il y a des urgences aujourd'hui qui sont devant nous. Et il faut qu'on dépasse nos petites querelles politiciennes, qu'on prenne de la hauteur les uns les autres, et puis qu'on arrive à trouver les bonnes réponses aux problématiques qui sont face à nous. Et c'est par la discussion, par la négociation, par l'échange qu'on trouvera, j'en suis sûr, les bonnes solutions aux problématiques en question. C'est une méthode un peu plus océanienne que celle qui a été mise en place peut-être précédemment, donc ça veut dire parfois un peu plus de temps pour aboutir à un résultat. Mais je suis convaincu que c'est la méthode la plus sûre pour qu'un texte soit périn dans le temps et accepté par le plus grand nombre. On n'a pas le choix que de travailler ensemble face à la situation qui est la nôtre. Et j'espère que mes collègues partageront cette analyse. Alors, une méthode océanienne, et c'est vrai, Thierry Santac, vous avez cette réputation d'être un homme de dialogue, de consensus, de collégialité, mais l'UNI, en revanche, vous fait un reproche en disant, oui, il appelle au dialogue et au consensus, mais en fait, il a quitté la table du groupe du dialogue. Donc, ils écornent un peu votre image d'homme de consensus. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, effectivement, avoir refusé le dialogue il y a quelques mois et aujourd'hui appeler au dialogue? Vous savez, essayer de rechercher un consensus dans la mesure du possible, ça ne veut pas dire ne pas avoir de convictions et ne pas les mettre en œuvre le jour où on considère que c'est nécessaire. Il faut se rappeler du contexte dans lequel nous étions au moment où on a pris cette décision de quitter le groupe du G10, le groupe du dialogue. C'était au lendemain de la décision prise par le Premier ministre, donc de mettre en œuvre le référendum binaire, comme le souhaitaient les autres mouvements politiques, ce qui n'était pas notre cas, le Rassemblement. À partir de ce moment-là, nous avons pris acte
de cette décision. Et nous avons considéré que nous n'étions plus justement dans le temps du dialogue, ce que nous aurions souhaité avant même ce premier référendum, que ce premier référendum soit un référendum plutôt dans la recherche d'une nouvelle solution. Ça n'a pas été le cas, c'était un référendum binaire, je le répète. À partir de là, on était rentré dans une logique binaire, où il fallait que chacun se positionne. Et le rassemblement, sans aucune ambiguïté, s'est positionné en faveur d'une Calédonie française, et nous avons concentré tous nos efforts en ce sens dans la campagne que nous avons menée référendaire, et il n'était plus le temps du dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on est opposé au dialogue. On l'a prouvé, je crois que le rassemblement l'a prouvé dans toute son histoire. C'est bien le RPCR à l'époque et le rassemblement ensuite qui ont signé les accords de Matignon et de Nouméa. C'est bien cette logique qui nous a toujours motivés pour sortir par le haut des situations dans lesquelles nous étions, extrêmement difficiles à la fin des années 80. Peut-être un peu moins difficile aujourd'hui, encore que je pense qu'il faut être vigilant. C'est bien par le dialogue qu'on y arrivera. Mais chaque chose en son temps. Là, c'était le temps du positionnement. Demain, quand nous aurons passé ces étapes référendaires, je l'espère après le deuxième, puisque le deuxième de toute façon a été acté, nous nous retrouverons bien entendu autour de la table de discussion et de dialogue pour trouver la meilleure solution pour l'avenir de nos concitoyens. Alors c'est peut-être de la politique politicienne, mais il y a quelques jours, on a appris la naissance d'un nouveau parti, Génération.nc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça accroît la division des non-indépendantistes. Je pense surtout que c'est une conséquence logique du choix de Nicolas Mesdorf et Nina Juillet de quitter Calédonie Ensemble et donc de créer leur propre mouvement. Ce que je constate quand même, c'est qu'on partage les mêmes fondamentaux, en tout cas de ce que j'en ai entendu dans ce qu'ont relaté les médias. Quand je dis ça, on partage la volonté d'une Calédonie française, on partage le souci de promouvoir l'identité calédonienne dans toute sa diversité, on partage le souci de mettre en valeur notre biodiversité extraordinaire mondiale, on partage la valeur travail qu'ils ont mis en avant et puis la volonté de changer de politique économique et sociale. Donc on partage beaucoup de choses. Donc je ne désespère pas, je pense même très sincèrement qu'on arrivera à travailler en bonne concertation avec ce nouveau mouvement politique. Il y a un élu au Congrès, puisque Nicolas Mesdorf siège effectivement au Congrès. Les prochains rendez-vous maintenant, ça va être un comité signataire qui pourrait avoir lieu en septembre ou en octobre, d'après les dernières déclarations de ceux qui ont rencontré le Premier ministre, Sonia Backès, Rocco Habitant. Qu'est-ce que vous attendez de ce comité signataire ? Le Premier ministre avait dit qu'il rassemblerait les partenaires calédoniens une fois les institutions mises en place. Là, ça y est, il va pouvoir y aller. Oui. Mais ça va servir à quoi ? C'est souvent ce qu'on se demande. Ça va au moins servir à une chose importante, c'est d'acter la date du deuxième référendum. Vous le savez, nous avons demandé, comme nous nous y étions engagés pendant la campagne, à demander le plus rapidement possible l'organisation de ce deuxième référendum. Et parallèlement, on a aussi appris que les indépendantistes avaient fait la même démarche. Et je pense qu'on pourra trouver un accord donc, au prochain comité des signataires pour que ce référendum se tienne le plus rapidement possible. Votre souhait, c'est quoi, le premier semestre 2020 plutôt que le deuxième ? Je pense qu'on pourrait arriver à un accord pour que le référendum soit organisé à l'occasion, en deuxième partie du premier semestre 2020. Ce qui serait une bonne chose. Ça nous permettrait de gagner les 6 mois si on avait été au bout du processus sans qu'on ait de demande particulière d'accélération des choses. Et puis, je crois qu'à ce comité des signataires, le Premier ministre a également l'intention d'évoquer avec nous les questions économiques et sociales. Rappelez-vous, il l'avait déjà dit quand il était venu le lendemain des résultats du référendum. C'était un sujet qui lui paraissait important et je partage cette opinion avec lui. Et je crois que ça sera évoqué lors du prochain comité des signataires. Et je pense que c'est une bonne chose. Je crois que la Nouvelle-Calédonie aura besoin du soutien de l'État pour participer à la relance économique qui nous tient tant à cœur. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? C'est aider dans des grands projets que la Calédonie voudrait mettre en œuvre. Ils pourraient aider financièrement le territoire ? L'État a beaucoup de manières d'agir pour soutenir la relance économique calédonienne et ça sera de toutes ces manières possibles qu'on discutera, je l'espère, à l'occasion de ce prochain comité des signataires. Je le disais tout à l'heure, c'est surtout sur la
la relance économique, le choc de confiance que vous aviez promis pendant la campagne, que les Calédoniens vous attendent, en tout cas de nombreux Calédoniens vous attendent, notamment dans la province sud. Vous avez les moyens de cette politique. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? On a vu les comptes sociaux sera l'urgence, mais pour vraiment rebooster l'économie calédonienne. Il faut redonner confiance aux Calédoniens. Et quand je dis ça, je pense à tous les Calédoniens, que ce soit les consommateurs calédoniens, et que ce soit les entrepreneurs calédoniens. Et pour cela, on a un premier projet clair qui va faire l'objet d'un projet de délibération très rapidement, qui s'appelle même une loi du pays, pardon, très rapidement, qui s'appelle une loi de programmation économique et fiscale, et qui a pour objectif d'y intégrer des mesures à la fois pour soulager ou alléger les charges aujourd'hui supportées par les entreprises, redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens, mettre en place des mesures incitatives pour créer des nouvelles entreprises, surtout, donc, je le disais, redonner de la perspective au monde économique en leur montrant une stabilité dans les mesures que le gouvernement pourrait prendre en matière fiscale et économique, et donc de la profondeur dans les choix ensuite qu'ils peuvent faire en matière d'investissement, parce que c'est par l'investissement qu'une activité se développe, et une activité, quand elle se développe, elle crée des emplois, et quand elle crée des emplois, elle crée des salaires, et des salaires, c'est de la consommation supplémentaire, et on rentre dans un cercle vertueux, à la fois en termes de produits fiscaux pour les caisses des collectivités, mais aussi pour la caisse du RUAM, de la CAFAT, par les cotisations sociales versées par les entreprises. Donc tout est lié, et cette relance économique est le fondement du retour à la confiance des Calédoniens. Et il faut vraiment que tous les Calédoniens, quels qu'ils soient, à quelque niveau qu'ils soient, aient conscience qu'ils sont eux-mêmes acteurs de ce retour à la confiance et de cette relance économique. C'est par leur choix de consommation, entre autres, qu'ils participeront à la relance économique. C'est par leur choix de prendre à nouveau des risques en termes d'entrepreneurs qu'ils participeront à la relance économique. Il y a beaucoup de projets en instance, on le sait, de la part de plusieurs entreprises qui sont en stand-by parce que les gens se posaient des questions sur la stabilité de nos institutions, sur notre avenir institutionnel, que les gens aient conscience qu'on a voté le 4 novembre dernier et qu'on a choisi majoritairement de rester français, que le prochain référendum ne changera pas ce résultat. Et tous ces éléments-là doivent les inciter à retrouver cette confiance en leur belle Calédonie, et qu'elle restera aussi belle et peut-être même encore plus belle demain si tout le monde fait les efforts nécessaires pour y arriver. Donc tous les Calédoniens sont concernés. En gros, vous leur dites que la balle est aussi dans leur camp et que la confiance dépend d'eux. Ils sont aussi acteurs, sinon plus, que les décisions que nous allons nous prendre au gouvernement. Je ne dis pas ça pour qu'on se décharge de notre responsabilité. On la prendra, et on prendra les décisions qu'il faut pour participer à cette démarche. Mais les Calédoniens sont aussi acteurs que nous pour relancer l'économie calédonienne et redonner confiance à la Calédonie. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, aujourd'hui, Thierry Sonta, 8 jours après votre élection? Vous êtes écrasé par la charge qui vous attend, ou vous avez confiance, vous aussi? Vous savez, je suis plutôt d'un tempérament où je prends les choses comme elles viennent. Je me pose pas la question de savoir si c'est trop lourd ou pas assez lourd, ou je fais ce qu'il faut faire en fonction de mes moyens, bien sûr, et de mes capacités, et je ferai de toute façon mon mieux pour atteindre les objectifs que je me suis fixés, et surtout pour améliorer encore la situation de notre beau pays et de ses habitants. Prochain rendez-vous, là, rapidement, c'est mardi, donc la répartition des secteurs et nouvelle tentative pour élire un vice-président. Tout à fait. Thierry Sonta, président du gouvernement, merci d'avoir accepté notre invitation.